Salut, moi c'est Mariette de la chaîne Demande d'Asile de A à Z. Je reviens aujourd'hui comme convenu avec une nouvelle vidéo où je vais évoquer avec toi qui me regarde la question du dossier de demande d'asile. J'espère que toi, tu as pris le temps d'aller regarder mes précédentes vidéos, que tu l'as aimé, du moins tu l'as partagé. Cette vidéo va être structurée en deux parties. Je vais évoquer avec toi dans une première partie, la question du dossier, les composantes du dossier, comment bien remplir son dossier de demande d'asile, son récit de vie. Et dans une deuxième partie, je vais aborder la question de l'OFPRA, donc l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides. Donc, si tu es intéressé par ces questions-là, reste jusqu'à la fin parce que je te promets, tu auras des informations assez claires sur les attendus de cet établissement qui est l'OFPRA. Le dossier de demande d'asile. Donc, si vous avez été au guichet unique pour demandeurs d'asile, au GUDA, vous avez rencontré la préfecture. À l'issue de votre entretien avec la préfecture, vous y êtes sorti avec une attestation de demande d'asile et un dossier de demande d'asile. Donc, ce dossier de demande d'asile, vous l'avez reçu si vous êtes placé en procédure normale ou en procédure accélérée. Les procédures du blanc, comme dans les autres vidéos, je vous ai dit, n'en ressortent pas avec un dossier de demande d'asile. Donc, placé en procédure normale ou en procédure accélérée, vous avez votre dossier de demande d'asile et vous vous apprêtez à le remplir. À chaque fois, ce que je donne comme conseil, c'est de ne pas se renfermer tout seul et de le compléter tout seul dans son coin ou avec des copains. Essayez de vous rapprocher des associations. Dans chaque département, il existe des associations, des points d'accueil pour demandeurs d'asile, des structures de premier accueil pour demandeurs d'asile, France Terre d'Asile. Il y a tellement d'associations présentes sur les territoires qui peuvent vous apporter une aide. Donc, rapprochez-vous de ces associations-là et faites-vous aider. Donc, pourquoi vous vous faites aider? Vous faites aider pour le simple fait que votre demande d'asile, vous êtes parti de chez vous parce que vous avez cette crainte-là et c'est dommage de passer à côté de quelque chose, d'une protection parce que votre dossier a été un cafouillage, vous l'avez mal rempli, vous avez mis des choses que vous ne devriez pas ou alors vous ne saviez pas comment le remplir et vous avez fait tout et n'importe quoi. Donc, rapprochez-vous vraiment d'une personne qui vous aide, à moins que vous soyez francophone et que le français soit votre première langue et que vous comprenez facilement et que vous le faites. Donc, une fois que vous vous faites aider, vous allez remplir dans la première partie, il s'agit de donner votre nom et votre date de naissance. Ensuite, l'OFPRA vous demande si vous souhaitez que les informations recueillies soient échangées avec d'autres services de l'État, notamment l'OFII, la préfecture. Donc, vous cochez oui, vous signez. Vous avez une partie sur votre identité. Vous devez vous renseigner vos noms, prénoms, date de naissance, ethnie, religion. Si vous avez fait le service militaire dans votre pays d'origine, si vous avez fait des études, quelle était votre profession dans votre pays d'origine, dans quelle ville vous habitez, quelle est votre origine, quelle est votre nationalité, où êtes-vous né, quand est-ce que vous êtes parti de chez vous, quel a été votre itinéraire, le nom de, si vous êtes marié, célibataire, quel est le nom de vos enfants, est-ce que vous avez eu des mariages, des précédents mariages, si oui, vous allez donner toutes ces informations. Vous allez renseigner le nom de votre famille, c'est-à-dire votre père, votre mère, des frères et sœurs si vous en aviez. Et vous devriez également renseigner la langue dans laquelle vous souhaiterez être entendu à l'OFPRA. C'est important parce que ça permet à l'OFPRA déjà de préparer un traducteur, le traducteur qui vous aidera à comprendre les questions de l'officier. Une fois que vous avez rempli tout cela, vous avez une dernière partie qui parle du récit de vie. C'est cette partie qui est importante. Elle est très importante parce qu'elle va retracer un peu ce qui s'est passé. Déjà, il y a une partie donc, où vous renseignez votre itinéraire, tous les pays que vous avez traversés et sous quel statut vous avez traversé ces pays-là. Combien de temps vous y êtes resté? Est-ce que vous êtes arrivé en France avec un visa ou sans papier? Donc, toutes ces informations-là, c'est à renseigner. Est-ce que vous avez des documents originaux que vous souhaitez verser dans votre demande, c'est-à-dire déposer à l'OFPRA? Donc, vous cochez tout ça et vous dites si oui, vous avez... Est-ce que vous avez déjà demandé l'asile dans un autre pays? Oui, cette question-là, vous êtes également posée.
Donc, sachez que une fois que vous avez répondu à cette question, vous avez rempli toutes ces parties-là, vous avez la dernière partie, comme je disais tantôt, qui est la partie du récit de vie. Oui, le récit de vie est très important. C'est important parce que toute la demande d'asile y repose. C'est-à-dire que c'est l'histoire que vous allez raconter qui va permettre à l'officier d'avoir une idée de votre histoire et ce que vous avez vécu réellement et du danger et des craintes que vous avez vécu avant de partir de chez vous. Ce qu'il va falloir faire, c'est qu'à chaque fois que vous vous apprêtez à remplir le dossier, posez-vous des questions. Moi, à mes récits, à chaque fois que je rédige des récits avec des personnes, je leur pose la question. Vous savez, la Convention de Genève demande que la personne, pour qu'elle soit reconnue réfugiée, il faut qu'il y ait 5 craintes. Donc, il faut que vous soyez parti de chez vous pour des raisons réelles, pour des craintes réelles, notamment 5. Il y a 5 craintes. Donc, ce n'est pas qu'il faut que vous ayez toutes les 5 craintes. Hein. Il faut que vous ayez au moins une des craintes. Donc, vous craignez par rapport à votre religion. Est-ce que vous appartenez à une confession, appartenez à une confession religieuse qui est en danger dans votre pays d'origine? Votre appartenance à un certain groupe ethnique. Est-ce que vous appartenez à un groupe ethnique qui était marginalisé ou mis à mal dans votre pays d'origine? Ensuite, votre nationalité. Est-ce que votre nationalité était un problème? Votre race. Bon, à l'époque, on parlait de race. Donc, est-ce que votre race était un problème? Et en dernier lieu, j'ai parlé de la nationalité, de la religion, vos opinions politiques, voilà. Est-ce que vous étiez partisan politique et par rapport à cela, vous étiez en danger? Donc, dites-vous que, une fois que vous avez fait le point par rapport à la crainte, qu'est-ce que je crains? Donc, vous vous posez la question, qu'est-ce que je crains réellement en cas de retour dans mon pays? Donc, dans ce récit de vie, vous allez un peu narrer votre vie. C'est-à-dire que je m'appelle Monsieur X, je suis né à tel endroit, j'ai effectué des études de tel, j'y ai vécu pendant tel nombre d'années. Je suis partie de chez moi parce que j'ai été persécutée pour telle ou telle raison. Voici l'histoire que je vais vous raconter. Donc, vous donnez des éléments. Dites-vous que il faut le compléter. Il faut être c'est assez paradoxal parce qu'il faut donner assez d'éléments, mais il ne faut pas vous dire que vous allez vous y attarder. Ne faites pas faire 10 pages parce que les 10 pages, je ne suis pas sûre que l'officier les lira tous parce que ça fait beaucoup. Donc, essayez d'être assez bref et de donner des éléments qui vont permettre tout de suite de comprendre ce qui s'est passé. Dites-vous que cette histoire, en soi, ne va pas vous octroyer le statut de réfugié ou la protection subsidiaire. Non, non, non. Cette histoire va permettre à l'officier d'avoir une idée de ce qui s'est passé pour vous. Donc, c'est la première partie. La deuxième partie, tout va se jouer à l'entretien. Donc, c'est quand vous y allez, vous irez, que vous pourriez narrer oralement en face de l'officier ce qui s'est réellement passé et les conséquences et les dangers et les craintes pour la vie votre vie si vous y retournez. Donc, une fois que vous avez narré toutes ces informations, vous allez l'envoyer, donc ce dossier, vous l'envoyez à l'OFPRA, à l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides. Donc, l'OFPRA, c'est à Fontenay-sous-Bois, dans le 94. Donc, vous l'envoyez et une fois que l'OFPRA l'a réceptionné, il vous envoie une lettre. Donc, je vais aborder dans une deuxième partie, l'OFPRA. Dans l'OFPRA, comme je l'ai dit tantôt, l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides a été créé avec la loi du 25 juillet 1952. Nous avons évoqué dans d'autres vidéos la question de la Convention de Genève et nous avons bien vu que la Convention de Genève avait vu le jour le 28 juillet 1951. Donc, une année plus tard, avec la loi du 25 juillet 1952, la France va créer, la France va mettre en place un établissement qu'on va appeler OFPRA. Jusqu'en 2007, l'OFPRA était composée de 2 principales entités. Donc, une entité administrative qui était l'OFPRA et une entité juridictionnelle qui était la CRR. Donc, la CRR, c'était la Cour la Cour des recours et des réfugiés. Donc, cette cour-là va, en 2009, changer de nom pour être rebaptisée la CNDA. Donc, l'OFPRA, avant, c'était à la fois une entité administrative et une entité juridictionnelle. Donc, depuis 2009, et elle était placée, quand elle a vu le jour, sous la coupole, sous la tutelle du ministère des Affaires étrangères. Donc, depuis 2010, l'OFPRA est placée sous le ministère du ministère de l'Intérieur.
Et voilà, donc l'OFPRA a trois principales missions. Sa principale mission, c'est d'introduire les demandes de protection. C'est-à-dire que vous arrivez dans un pays, vous craignez pour votre vie, donc vous soumettez votre demande à l'OFPRA. L'OFPRA a également pour mission la mission de protection juridique et administrative des personnes placées en protection subsidiaire ou des réfugiés. Donc, une fois que vous avez été reconnu réfugié ou vous avez obtenu la protection subsidiaire, vous êtes placé sous la responsabilité de l'OFPRA. Donc, c'est l'OFPRA qui vous protège dans ce sens-là. Et la deuxième mission de l'OFPRA, c'est la mission de conseil. Donc, l'OFPRA a également pour mission d'apporter son expertise, son avis sur les demandes d'asile faites à la frontière. Vous savez qu'aujourd'hui, il est possible de faire une demande d'asile à la frontière. Donc, l'OFPRA va conseiller le ministère de l'Intérieur sur la recevabilité de votre demande à la frontière. Donc, une fois que vous avez envoyé votre dossier à l'OFPRA, donc là, je vous ai parlé des missions de l'OFPRA, l'OFPRA réceptionne ce dossier et si votre dossier est complet, l'OFPRA vous envoie une lettre d'introduction de demande d'asile. Petit aparté, actuellement, l'OFPRA expérimente une action, l'action de dématérialisation, c'est-à-dire que bientôt, quand elle sera répandue sur toute la France, vous ne recevrez plus une lettre d'introduction. Si, vous la recevrez, mais plus papier. C'est-à-dire que vous aurez un espace qu'on appelle l'espace usager où vous sera versé tous vos documents. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'OFPRA souhaite échanger avec vous, vous n'aurez plus de convocation, de lettres, non. Vous aurez un espace où, sur Internet où vous irez, que vous consulterez tout le temps pour voir si vous avez des documents mis dans votre espace. Ça, ce sera une autre vidéo. Une fois que l'action sera répandue sur toute la France, je ferai une vidéo pour vous la présenter. Donc, une fois que vous avez l'OFPRA a reçu votre dossier, comme je disais tantôt, l'OFPRA vous notifie une lettre, vous envoie une lettre, pour vous notifier la réception de votre dossier. Et cette lettre qu'on appelle la lettre d'introduction. Donc, cette lettre d'introduction il figure bien votre nom, votre date de naissance, votre lieu de naissance, votre nationalité et un numéro de dossier. Faites attention, quand vous recevez ce courrier-là, vérifiez bien que votre identité, que votre nom, votre prénom est bien orthographié. Parce que des fois, il y a des petites erreurs qu'il faut tout de suite signaler. Votre date de naissance, à l'occurrence, le pays où vous êtes né. Donc, sur cette lettre-là, il y a un numéro de dossier. C'est un numéro à rappeler à chaque fois que vous souhaitez échanger avec l'OFPRA. Donc, ce numéro est composé de chiffres, mais aussi de lettres. Pourquoi les lettres? Parce qu'une fois que l'OFPRA va réceptionner votre dossier va être affecté à une division géographique. Sachez qu'à l'OFPRA, il existe deux principaux pôles. Le pôle EA et le pôle AA. C'est-à-dire le pôle Europe-Asie et le pôle Amérique-Afrique. Ces différents pôles vont être redivisés en 8 principales divisions. Donc, si les lettres qui figurent sur votre numéro de dossier, c'est AA, ça veut dire que vous êtes placé sous la division Amérique-Afrique. Ça peut être AF, c'est Afrique, AS, Asie, EA, Europe-Asie, AM, Amérique, Maghreb, EU, Europe. Donc voilà, c'est ces lettres-là qui vous renseignent dans quelle division votre dossier a été affecté et où il sera introduit. Donc, une fois que vous avez votre lettre d'introduction, vous attendez d'être convoqué. Donc, vous êtes convoqué, vous recevez la convocation, la lettre de convocation et vous vous rendez à votre rendez-vous. Avant de vous rendre le jour du rendez-vous, pensez bien à ramener avec vous votre attestation de demande d'asile originale et votre lettre d'introduction parce qu'il vous sera demandé de présenter cette lettre-là. Et oui, aujourd'hui, avec le contexte sécuritaire, il faudra prendre un masque et du gel si vous en avez. Une fois que vous y allez, vous allez rencontrer un officier. Si vous avez demandé à être entendu dans une autre langue, vous aurez également ce jour à l'entretien un traducteur qui a été choisi par l'OFPRA. C'est un traducteur assermenté. Aujourd'hui, depuis la loi du 29 juillet 2015, vous pourriez demander à être assisté par un avocat ou par une association agréée. C'est-à-dire que vous pourriez
vous rapprocher d'une association. Si vous ne vous sentez pas bien et que vous avez besoin qu'une tierce personne soit présente avec vous pour vous rassurer lors de l'entretien, vous faites la demande à l'OFPRA un mois bien avant votre convocation et vous demandez à être assisté. L'OFPRA, si c'est une association agréée, l'OFPRA ne dira pas non. Ou alors par un avocat. Donc, le jour de l'entretien, l'entretien va être enregistré. Donc, sachez que cet entretien, vous pourriez à tout moment demander à réceptionner, demander à avoir l'audio de votre entretien. C'est-à-dire que si vous avez, suite à la notification de votre décision, si vous avez un doute, même si vous avez obtenu le statut ou pas, vous pourriez demander à l'OFPRA l'audio de votre entretien. Donc, l'OFPRA vous posera des questions. Dites-vous, à chaque fois, je vous rassure, à chaque fois que vous y allez, dites-vous que vous allez rencontrer quelqu'un qui ne vous connaît pas et qui a besoin d'avoir des informations, qui a besoin de comprendre votre histoire. Les questions peuvent paraître assez intimes, assez personnelles, assez... l'officier peut vous paraître très curieux, mais dites-vous qu'il ne vous connaît pas, il a besoin de comprendre votre histoire. Et plus vous allez donner d'éléments, plus l'officier sera à même de comprendre l'histoire. J'ai souvent entendu les personnes qui m'ont dit « Ah ben à peine j'avais ouvert la bouche que l'officier ne me croyait pas. » C'est ce que vous vous dites. Des fois, ben, ils font leur travail, c'est-à-dire qu'ils vous posent autant de questions parce qu'ils veulent s'assurer de la véracité de vos propos. Donc, donnez le maximum. Ne vous découragez pas à la première question. Ce n'est pas parce qu'on vous pose une première question avec une question pleine de suspicion que tout de suite, vous vous braquez et vous dites « Ah non, je ne réponds plus et tout. » Je sais que ce moment, c'est un moment assez particulier parce qu'on vous demande de narrer dans les moindres détails, les raisons qui vous ont poussé à partir. Oui, ça peut être houleux parce que ça vous permet d'aller ressasser dans ce passé que vous souhaitez oublier, parce qu'il est peut-être très dur, parce que vous avez peut-être perdu les membres de votre famille et que c'est très compliqué d'y revenir. Mais ne vous inquiétez pas, dites-vous que si vous y jouez votre vie, vous avez besoin, c'est que si vous voulez être reconnu, avoir sorti de là avec un statut de réfugié ou de protection subsidiaire, vous devez de personnaliser votre récit. S'il vous plaît, personnalisez votre récit. Parce que l'OFPRA, moi j'ai été en formation à l'OFPRA, et c'est assez particulier parce qu'à l'OFPRA, quand vous assistez à cet entretien-là, vous y sortez, vous dites « Ah, d'accord, je comprends. » Donc, personnalisez parce que les histoires se ressemblent tellement qu'un officier qui vous entend et qui a entendu la même histoire de quelques heures avant va se dire peut-être que vous ne dites pas la vérité. Mais peut-être que vous avez vécu les mêmes histoires. Mais parce que vous ne la personnalisez pas, mais parce que vous ne vous mettez pas au centre de cette histoire-là, ben, on a l'impression qu'elle ne vous appartient pas. Je sais que des fois, quand on ne veut pas ressasser le passé, on a tendance à parler de quelque chose en y mettant moins de soi. Mais non, à l'OFPRA, ce n'est pas le cas. Il faut mettre beaucoup de soi, il faut raconter l'histoire, la narrer comme vous l'avez vécue pour permettre à votre interlocuteur de pouvoir la comprendre. Si vous ne comprenez pas des questions, c'est votre droit de reposer des questions. Pardon, je n'ai pas compris. Est-ce que vous pourriez répéter? C'est votre droit. Une fois, à l'issue de cet entretien, vous rentrez et vous attendez votre notification de décision. Donc, si tout se passe bien, vous avez obtenu le statut de réfugié ou la protection subsidiaire. Sachez que le statut de réfugié, vous avez droit à une carte de 10 ans et la protection subsidiaire à une carte de 1 an plus 4 ans. Si vous n'avez pas malheureusement été reconnu réfugié ou vous avez obtenu une protection subsidiaire, vous avez eu un rejet. C'est-à-dire que l'OFPRA vous a notifié des raisons, les motifs qui l'ont poussé à ne pas vous, qui l'a poussé à ne pas vous octroyer ce statut. Peut-être vous avez moins personnalisé votre histoire, peut-être l'OFPRA n'a pas cru à ce que vous avez raconté. Je sais que c'est aussi difficile comme moment parce que vous vous dites, ah ben j'ai vécu des choses que l'OFPRA ne reconnaît pas et vous vous sentez encore plus vulnérable. Dans une autre vidéo, je vais aborder avec vous la question du recours. Si vous avez reçu un rejet à l'OFPRA, je vais préparer une vidéo CNDA où je vais vous parler de l'aide juridictionnelle, de tout ce qui est recours. J'espère que cette vidéo vous permet un peu de comprendre ce qui s'y joue. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me la poser dans les commentaires. J'essaie de répondre à tout le monde. Je sais que la demande d'asile, je le dis, je ne cesse de le dire, est un dossier c'est un morceau très compliqué. On ne comprend pas tout.
Des fois, on ne sait pas ce qui s'y joue. Donc, actuellement, vous savez que quand vous allez à l'OFPRA, ne vous mettez pas trop, mettez-vous une bonne pression. C'est-à-dire, ne vous dites pas, oh là là, j'espère qu'il ne va pas me croire. Non, allez-y en vous disant, la personne que je vais rencontrer ne me connaît pas et je vais tenter le tout pour le tout. Donc, j'espère que cette vidéo vous a apporté des éléments. Je vous envoie plein de bisous. Aimez la vidéo, partagez-la surtout parce que ça peut aider des gens. Oui, les personnes qui sont dans la rue et qui n'ont personne pour les aider à compléter leur dossier. Cette vidéo, elles pourront avoir des informations pour pouvoir mieux remplir leur dossier. D'ici là, portez-vous bien. Je vous envoie plein de bisous et à bientôt.